Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes sur la télévision Labari, c'est l'heure du journal. Les titres. Après la signature de la nouvelle convention entre l'État du Niger et le géant du nucléaire français Areva, les réactions des citoyens dans ce journal. Déclaration ce matin du collectif des organisations de défense des droits de l'homme et de la démocratie CODE, le CODE qui se prononce sur la situation actuelle du pays. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Déclaration ce matin du collectif des organisations de défense des droits de l'homme et de la démocratie. Il s'est agi pour le Code de se prononcer sur la situation sociopolitique actuelle de notre pays. Le résumé avec Asman China et Ibrahim Abdou. La situation sociopolitique qui prévaut dans notre pays était au centre de cette déclaration du collectif des organisations de défense des droits de l'homme et de la démocratie CODE. Au plan social, l'organisation attire l'attention du public sur un certain nombre de points. Le Bureau national de coordination du collectif des organisations de défense des droits de l'homme et de la démocratie, CODE, rappelle qu'il incombe à la classe politique d'agir positivement, voire même de renoncer à certains actes afin de promouvoir et protéger les droits et libertés fondamentales tels que prescrits par la Constitution. Rappel au respect strict des institutions de la République, pierre angulaire de la démocratie et de l'état de droit, et particulièrement la Cour constitutionnelle, dont les arrêts ne sont susceptibles d'aucun recours. Il lie le pouvoir public et toutes les autorités administratives, civiles, militaires et juridictionnelles, selon l'article 134 de la Constitution du 25 novembre 2010. Rappelle à l'ensemble des acteurs que la justice est rendue sur le territoire national au nom du peuple et dans le respect strict de la règle de droit, ainsi que des règles et libertés de chaque citoyen, conformément à l'article 117 de la Constitution. Invite le pouvoir à privilégier le dialogue avec les acteurs sociaux, notamment les scolaires, les syndicats et même les acteurs politiques, et interpelle le Conseil national des dialogues politiques. Déplore les destructions de biens publics et privés lors des manifestations. Sur le plan politique, le Code s'est penché sur quelques actes posés. Condamne et regrette les conditions de détention de Ali Abdoulaye, président de l'ONG Vie Kandenbeira, détenu dans des locaux non appropriés, et demande à l'État de se conformer aux normes en la matière. Condamne l'utilisation de la violence et de l'intimidation comme moyen de règlement des différends. Déplore les violations des normes nationales et internationales lors des interpellations opérées dans les rangs des scolaires, des hommes politiques, et demande à l'État du Niger de s'y conformer, notamment le lieu de garde à vue et le droit de visite. Condamne les menaces proférées par le ministre de l'Intérieur à l'encontre de certains médias privés de la place qui ne font que leur travail, dont le groupe de presse Radio et Télévision Ténéré, Radio et Télévision Bonferré, Radio et Télévision Labari, le journal Le Courrier et le journal L'Enquêteur. Condamne la répression aveugle de la manifestation estudiantine et rappelle aux forces de maintien de l'ordre le strict respect des mécanismes conventionnels en la matière. Demande au gouvernement la réouverture dans les meilleurs délais les sièges des centrales syndicales, des journaux et organisations de la société civile fermées. Appelle les citoyens nigériens à plus de retenue, de tolérance et d'agir positivement en renonçant à tout comportement de nature à mettre en péril la cohésion sociale et les fondements de la République. Le Code a également condamné avec fermeté la recrudescence de la violence de Boko Haram au Nigeria et demandé la libération immédiate et sans condition des filles lycéennes enlevées à leurs familles. Cette structure a aussi déploré la reprise des combats au nord Mali et demandé aux partis de privilégier le dialogue. L'apaisement, tant lancé par le Code que par d'autres organisations. La situation sociopolitique de notre pays au centre d'une déclaration rendue publique, cette fois-ci par le bureau politique national de Modène Faloumana hier. Le parti du président de l'Assemblée nationale dénonce la vague d'arrestation par la police de plusieurs militants de Lumana et exige leur libération sans condition. Khalil Tahirou, il est membre du bureau politique national. C'est la mort dans l'âme que les Nigériennes et les Nigériens ont suivi. Le samedi 24 mai 2014, le ministre Massoud Hassoumi, visiblement dans un état second, ridiculisait son parti politique, le gouvernement et hélas, la République du Niger.
En effet, avoir conscience de ce que l'on fait et de ce que l'on dit, de ce que l'on est, relève de la grandeur d'âme. Avoir conscience, c'est reconnaître tout d'abord que l'exercice du pouvoir d'État est une lourde responsabilité qui requiert maturité et élévation et droiture. Avoir conscience, c'est aussi avoir l'humilité et le sens de la mesure. Car tout mot ou tout geste de trop peut porter préjudice à l'édifice commun. Mais avoir conscience, c'est surtout savoir que le destin de la nation est et demeure le bien commun qu'il convient de placer au-dessus de tout. Massoud Hassoumi vient d'infliger au Niger et aux Nigériens l'image et les propos les plus grotesques et ridicules pouvant venir d'un membre du gouvernement. Le voilà qui revient avec la grossière scène de crime de chez le député Ben Omar, la soi-disant attaque du siège du PNDS Tareya, de manipulation des étudiants, de la société civile et pire, d'actes de terrorisme dont seraient coupables les responsables du Modène FA Lumana. Le Modène FA Lumana rejette en bloc ces graves accusations sans fondement aucun et prend à témoin l'opinion publique nationale et internationale. Le Modène FA Lumana affirme que la tactique de la diversion choisie par le président de la République et de son clan ne marchera pas. À moins de 2 ans des prochaines élections générales, le peuple, que rien ne détournera des vrais sujets de préoccupation nationale, constate avec désillusion les échecs de Issoufou Mahamadou. Non content d'avoir lamentablement échoué, le régime en place veut nous divertir. Issoufou Mahamadou veut nous divertir, tandis que des ressources considérables de l'État, acquises dans des conditions souvent douloureuses pour les jeunes générations, prennent des destinations qui révoltent. Issoufou Mahamadou veut nous divertir en masquant l'incapacité du régime à répondre aux problèmes quotidiens des Nigériens que sont la cherté de la vie, l'insécurité, la famine, la soif, la maladie et la déliquescence de l'école. Issoufou Mahamadou veut nous divertir en détournant l'attention des Nigériens sur des questions poignantes liées aux prêts congolais, aux négociations avec Areva, ainsi qu'aux prêts d'Exim Bank pour lequel les Nigériens et les Nigériennes découvrent avec consternation la réalité des faits, malgré la vive contestation du gouvernement relayée avec fanfaronnade par le même ministre Hassoumi Massoudou. Issoufou Mahamadou veut nous divertir en opérant une mauvaise gestion budgétaire, attestée par le détournement de 20 milliards de l'autorité de régulation des télécommunications et de la poste ARTIP. Le Modène FA Lumana Africa et l'ARDR rassurent les Nigériennes et les Nigériens de leur volonté de continuer à agir. Advienne, vaille que vaille, dans le respect strict de la Constitution de la 7e République pour le rétablissement de la démocratie, le respect de l'état de droit au Niger, le respect des libertés publiques, notamment d'opinion, de manifestation, d'expression et de réunion, le respect des droits de l'opposition. Par conséquent, le Modène FA Lumana exige la libération immédiate et sans condition de tous les otages que sont nos camarades militants de Lumana, les étudiants et les paisibles citoyens. Après des mois de négociations, le gouvernement du Niger et Areva sont parvenus à la signature d'une nouvelle convention d'exploitation de l'uranium sur la base de la loi minière de 2006. Les citoyens nigériens se prononcent sur la signature de cette convention. On les écoute. L'impression que j'ai, c'est que j'ai suivi que les deux parties disent satisfaites. Effectivement, notre inquiétude à un moment donné, c'était la mise du côté de la loi minière 2006. Selon leur dire, puisque nous n'avons pas encore la convention, cela a été pris. En tout cas, au regard de ce qu'ils ont dit, il y a un certain nombre de choses qui ont été finalement acquises, notamment le goudron, notamment la construction des sièges, notamment la nomination des DG,
je pense que c'est une très bonne chose, n'est-ce pas? La construction de routes qui nous tient beaucoup à cœur, c'est une très bonne chose. Maintenant, aujourd'hui, nous n'avons pas, effectivement, de mon point de vue, nous n'avons pas assez de moyens nécessaires pour faire une critique objective de ce que le gouvernement a dit. Il va falloir, en tant que militant des droits de l'homme, n'est-ce pas, s'émuler d'un certain nombre de documents, d'un certain nombre d'informations, n'est-ce pas, pour comparer la situation sur laquelle nous avons à un moment donné l'impression. Ce qu'on a entendu, c'est la version du gouvernement qu'on a entendue et de Areva. Donc ce serait difficile en tant qu'acteurs de la société civile qui n'avons pas participé aux négociations, qui ne connaissons pas le contenu réel de cette convention, ce serait difficile pour nous de se prononcer pour dire que c'est favorable ou défavorable au Niger. Mais ce qu'on peut lire, c'est ce qu'ils ont voulu faire sortir à l'opinion, et sur cette base, nous, au niveau des sociétés civiles, on peut se satisfaire d'un certain nombre de choses qui ont été certaines préoccupations dans le cadre de ce qu'on a appelé le contenu local. Toute notre lutte, vraiment, c'est de concrétiser, c'est-à-dire de matérialiser le code minier de 2006. Si toutefois le code minier a été respecté, donc il n'y a aucun problème. Il va de soi à ce que les gens applaudissent. Mais dans les cas contraires où ça n'a pas été appliqué, là il y a un problème. Mais moi je pense que par rapport donc au point de presse qu'avait tenu le ministre des Mines, vraiment nous l'avons bien suivi. Mais il ne faudrait pas quand même crier victoire. On attend à ce que vraiment ces actes-là soient matérialisés. Par rapport à la convention minière qui lie le Niger Areva, nous avons entendu pour le moment des échos favorables que le Niger va gagner, et là c'est la convention, la loi 2006 qui a été appliquée. Mais nous doutons jusqu'à preuve du contraire que si c'est la loi 2006 dans son intégralité. Donc pour le moment, nous nous réservons par rapport à ce que l'appréciation que nous allons faire. Donc nous attendons vraiment les clauses. Lorsque nous allons lire les clauses, nous pouvons se prononcer et donner notre appréciation de la chose. Bon, au sortir de cette convention, bon, globalement, nous disons que du moment où les gens avaient estimé qu'il faut appliquer la loi de 2006, et la loi de 2006 a été appliquée, je pense que c'est un pas vers l'avant. Mais la question qui reste à poser, mais est-ce que c'est la loi de 2006, elle a été intégralement appliquée? Saisi par un groupe de députés de l'opposition le 14 mai dernier relativement aux dispositions 87 de la Constitution, la Cour constitutionnelle a donné son avis numéro 012/CC/MC en date du 23 mai 2014. Le résumé de Hassan Saleh Mustafa. 13 députés de l'opposition ont saisi la Cour constitutionnelle le 14 mai 2014 au fin de préciser le sens et la portée qu'il convient de donner aux dispositions de l'article 67 de la Constitution qui stipule que lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité du territoire national ou l'exécution des engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le président de la République prend des mesures exceptionnelles exigées par ces circonstances après consultation officielle du Premier ministre, du président de l'Assemblée nationale et du président de la Cour constitutionnelle. La Cour a donné donc son avis en précisant que l'article 67 de la Constitution pose le principe de constitutionnalité du pouvoir exceptionnel. Ce sont des pouvoirs qui sont confiés au président de la République en cas de crise. Il s'agit d'un droit de circonstance dont la mise en œuvre installe au cœur d'un régime démocratique une dictature constitutionnelle destinée à assurer l'existence et la continuité de l'État face à une menace grave et immédiate. À cet égard, deux conditions cumulatives doivent être réunies. La première est relative à l'existence d'une menace considérée comme grave et immédiate, entraînant un péril sur les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité du territoire national ou l'exécution des engagements internationaux dont l'appréciation relève des pouvoirs du président de la République. La seconde, qui revêt un caractère objectif, est liée à l'interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels. Il s'ensuit que de simples difficultés de fonctionnement des pouvoirs publics,
ne suffisent pas pour mettre en œuvre le pouvoir exceptionnel prévu par l'article 67 de la Constitution. L'avis numéro 012/CC/NC du 23 mai 2014 précise que la mise en œuvre du pouvoir exceptionnel, aussi indispensable qu'il puisse être pour assurer l'existence et la continuité de l'État, rencontre 3 limitations, dont celle relative à l'interdiction faite au président de la République de dissoudre ou suspendre une institution de la République, celle qui porte sur des mesures proportionnelles et adaptées à l'objectif poursuivi en vue d'assurer rapidement au pouvoir public constitutionnel les moyens d'accomplir leur mission, et celle qui porte sur le moyen constitutionnel reconnu à l'Assemblée d'apprécier à la majorité absolue de ses membres la durée de l'exercice des pouvoirs exceptionnels et d'y mettre fin en cas d'abus. Durant la mise en œuvre de l'article 67, précise l'avis de la Cour constitutionnelle, l'Assemblée nationale est dessaisie de ses compétences sur tout ce qui touche aux mesures à prendre en vertu de cet article. Il s'ensuit que les pouvoirs du président de la République sont extrêmement étendus. Toutefois, l'article 67 de la Constitution dispose notamment que l'Assemblée nationale s'est réunie en plein droit si elle n'est pas en session et qu'aucune institution de la République ne peut être dissoute ou suspendue pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels. En outre, poursuit l'avis de la Cour constitutionnelle, l'Assemblée nationale apprécie à la majorité absolue de ses membres la durée de l'exercice des pouvoirs exceptionnels et y met fin en cas d'abus. Il en résulte qu'un député ne peut être nommé ou révoqué par le président de la République dans le cadre de l'exercice des pouvoirs exceptionnels prévus à l'article 67 de la Constitution. La deuxième question, qui renvoie au serment pour apprécier la conformité de la mesure de nomination ou de révocation, est sans objet dès lors qu'il est dit dans la réponse à la première question que le président de la République ne peut ni nommer ni révoquer par décret ou autre acte un membre de l'Assemblée nationale dans le cadre de l'exercice des pouvoirs exceptionnels prévus à l'article 67 de la Constitution. C'était donc l'avis de la Cour constitutionnelle relativement aux dispositions de l'article 67 de la Constitution. Et puis cette note de nécrologie avec la disparition ce jour de Abdoulaye Danrani, magistrat, acteur de la société civile, membre de plusieurs organisations de la société civile nigérienne. Abdoulaye Danrani sera inhumé demain à 9h au cimetière musulman de Niamey. Que son âme repose en paix. Amen. Les médecins spécialistes ont entamé depuis ce matin une grève de 48 heures avec service minimum. Le syndicat des médecins spécialistes du Niger exige du gouvernement un traitement plus équitable de leur rémunération. Plus de précisions avec Dr Alfari Garba, il est membre du syndicat. Dans tous les services, en tout cas les camarades ne sont pas venus. La grève, en tout cas, a bien marché. Nous sommes très contents, en tout cas, de l'attitude de nos collègues. Les motifs, c'est la prime de spécialisation et la bonification des médecins spécialistes. Nous avons dit que les médecins spécialistes, après le doctorat, nous avons fait 4-5 années d'études supplémentaires qui ne sont pas reconnues au niveau étatique, au niveau du gouvernement. Et pour ça, là, il faut qu'on nous ait, que ça soit gratifié de quelque chose quand même. Par exemple, moi j'étais médecin généraliste quand j'étais à Tanout, par exemple, en tant que généraliste. Et aujourd'hui, je suis parti à Abidjan 4 ans après. Mon salaire est le même, pratiquement le même, voire même un peu moins, malgré l'augmentation du truc, parce qu'à Tanout, il y a des frais supplémentaires qu'on gagne et qu'ici, on n'a pas. Tu as appelé non, pas du tout. Non, pas du tout, pas du tout. Au contraire, ils ont envoyé certains collègues pour observer et ils ont vu le pire pour eux et heureusement le bon pour nous. En tout cas, les camarades sont décidés malgré eux, c'est-à-dire malgré eux, ils ne veulent pas la grève, mais tant que le gouvernement ne réfléchit pas ou ne règle pas ses conditions de vie, les médecins spécialistes sont prêts à aller jusqu'au bout. Ouverture ce matin au Palais des Sports d'un atelier de formation sur la lutte contre la corruption. C'est un atelier à l'intention des agents du secteur de la santé et de l'éducation. Un atelier organisé par l'Organisation pour la démocratie, la transparence et le patriotisme. Reportage à Mahmoud Saleh. Lutte contre la corruption, c'est le thème d'un atelier de formation organisé par l'Organisation pour la démocratie, la transparence et le patriotisme ODTP. Il est destiné aux agents du secteur de la santé et de l'éducation.
Dans son discours qu'il a prononcé, le président de l'ODTP a indiqué que la lutte contre la corruption concerne tout le monde. C'est pourquoi des efforts importants doivent être consentis pour contribuer efficacement à lutter contre ce fléau. Les autorités de la 7e République ont pris aussi l'engagement de bannir cette corruption tout en assurant la protection des personnes et des biens. Mais la saga ne s'arrête pas là. Nous devons nous dire que la corruption, quant à sa lutte, nous concerne tous. Les efforts importants doivent être consentis par l'ensemble des vivres de la nation pour contribuer efficacement à cette lutte en vue d'une plus grande participation de tous les Nigériens à une gouvernance de qualité. En 3 ans, sous la conduite du président de la République, Mahamadou Issoufou, des efforts significatifs ont été faits et les résultats sont quand même là. Il s'agit notamment de renforcer le rôle de l'inspection générale d'État, de la cellule de traitement des infractions financières, ainsi que d'autres nouvelles structures qui ont vu le jour, notamment la Haute Autorité de lutte contre la corruption, des infractions assimilées, le Bureau de l'information, réclamation, lutte contre la corruption et le trafic d'influence du ministère de la Justice, qui a été doté d'une ligne verte. Le Niger est passé alors du 113e pays à la 106e place selon le classement mondial de Transparency International. Occasion pour le vice-président de la Haute Autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, Halsia, de souligner la mission assignée à son institution. Il s'agit d'un organe permanent de l'État avec pour mission 1. De suivre et évaluer le programme gouvernemental de la lutte contre la corruption. 2. Recueillir, centraliser et exploiter les dénonciations et infractions dont elle est saisie pour des pratiques, faits ou actes de corruption et infractions assimilées. 3. Mener toute étude ou investigation et proposer toute mesure juridique, administrative et pratique de nature à prévenir ou juguler la corruption. 4. Diffuser et vulgariser les textes relatifs à la lutte contre la corruption. 5. Identifier les causes de la corruption et proposer aux autorités compétentes des mesures susceptibles de les éliminer dans tous les services publics et parapublics. Et enfin, 6. Accomplir toute autre mission confiée par le président de la République. Vous convenez donc avec moi que la lutte contre la corruption est un sujet à la fois passionnant et vaste, mais également d'actualité et qui nous interpelle tous. Cet atelier qui se tient à un moment où les initiatives se multiplient dans le cadre de la lutte contre la corruption est prévu pour durer 3 jours. Le groupe d'orchestre Tal National honoré aux États-Unis d'Amérique par le journal New York Times. Hier, le groupe a organisé un dîner dans le jardin du ministère de la Culture pour célébrer ce succès. Le reportage de Youssouf Omar et Sadoudou. Tal National a fait sa prouesse aux États-Unis d'Amérique lors d'une tournée d'une importance capitale pour le groupe qui a galvanisé les Américains par un professionnalisme, ce qui lui a valu une distinction de la part de New York Times, le classant parmi les 10 meilleurs groupes musicaux du monde. Le dîner organisé dans cette soirée du lundi fait donc suite au succès de Tal National au pays de l'Oncle Sam. Cet événement qui nous a réunis aujourd'hui dans ce beau décor de notre ministère revêt une importance capitale en ce tournant décisif de la vie professionnelle de l'orchestre Tal National, qui amorce un pas vers l'international. Le ministre de la Culture, des Arts et des Loisirs est fasciné de voir que l'un des journaux le plus lus au monde fasse un tel honneur à un groupe musical nigérien. Cette performance est parfaitement méritée quand on sait que cela fait déjà plusieurs années que la renommée de l'orchestre Tal National a dépassé nos frontières. Je dois ajouter aussi que la belle performance là
nous conforte beaucoup dans notre nouvelle vision de la culture. Mais quels sont les critères qui ont permis de classer l'orchestre TAL National parmi les 10 meilleurs groupes musicaux du monde? C'était la musique live. C'est quoi quand nous jouons TAL National, nous avons toujours enregistré nos albums en live. C'est quoi? C'est-à-dire que tout le monde est là, on joue, c'est réel. C'est pas l'ordinateur qui joue, c'est pas un piano qui joue quelque part derrière. Nous jouons pour dégager la chaleur de nos inspirations, pour dégager la chaleur de notre imagination, de nos créations. C'est pour cela que nous avons décidé, chaque fois que nous allons enregistrer nos albums, de ne pas faire appel au robot, de la jouer nous-mêmes, si nous sommes musiciens. Donc, ils ont apprécié cela. Donc, au niveau des différents journaux et des médias américains, cela les a beaucoup chavirés. Il y a beaucoup de groupes qui jouent en live, mais en tout cas, cette TAL National a fait une différence. TAL National, un orchestre créé il y a quelques années de cela, a très vite gagné la confiance des Niaméens et des Nigériens en général. Le groupe compte actuellement plusieurs albums sur le marché. Début ce matin au stade général Sénoukounché d'un stage de haut niveau des arbitres de football. Une session de formation organisée par la FENIFOOT sous l'égide de la CAF et de la FIFA. Le reportage de Ibrahim Tikire et Aboubakar Souley. Décriés à tort ou à raison par les supporters, entraîneurs et dirigeants, les hommes en noir bénéficient d'un programme de formation intense piloté par la FIFA et la CAF. Parmi les fédérations bénéficiaires, la Fédération nigérienne de football à travers la commission centrale des arbitres, dont 25 arbitres d'élite, participent à ce stage de haut niveau sous la supervision des experts de la CAF. Depuis 2008, la FIFA a lancé un vaste programme de mise à niveau des arbitres, de mise à niveau permanent des arbitres du monde entier qui s'appelle RAP. Ça veut dire Refereeing Development et Programme. C'est le programme de développement de l'arbitrage. Donc ça concerne le monde entier. Mais l'Afrique particulièrement a beaucoup attiré de cette situation, de ce projet, parce que vous n'êtes pas sans savoir que les moyens mis dans le développement du football africain sont très limités, surtout en ce qui concerne l'arbitrage. Donc depuis 2008, chaque association bénéficie, quand elle le veut bien sûr, d'un cours destiné à ces arbitres d'élite. Le but est d'harmoniser le comportement des arbitres face aux situations de jeu. Pendant 5 jours, les stagiaires suivront des cours théoriques et pratiques. On va tester leurs conditions physiques, voir ceux qui sont aptes à arbitrer et ceux qui ne le sont pas. Bon, ensuite, les cours théoriques consistent à plusieurs modules. D'abord, le module essentiel, c'est de voir l'arbitrage du groupe. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'arbitrage, c'est 4 personnes, 3 sur le terrain et 1 sur la table. Mais les 4 doivent avoir une symbiose dans leur façon de faire. Donc on va mettre l'accent sur ça, comment est-ce que coordonner les relations entre l'arbitre, ses assistants et l'arbitre suppléant. Mais aussi, il y a ce qu'on appelle les phases de jeu standard. Souvent on voit le public crier, qui n'est pas souvent novice, quand un arbitre siffle. Pendant que les gens pensent qu'il va donner un carton jaune, il ne donne pas un carton jaune. La même situation se produit le lendemain. Face à la même situation, l'arbitre donne le carton jaune et les gens n'arrivent pas à comprendre. Donc le but c'est d'harmoniser un peu le comportement face aux situations de jeu. En optant pour un arbitrage de qualité au Niger, la FIFA et la CAF ont donc un souci: rehausser le niveau des arbitres de football de notre pays, des arbitres qui cherchent à gravir les échelons dans le Gotha africain de l'arbitrage. Voilà, mesdames, messieurs, ici s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision La Paris.